Dans l'histoire de la conquête du ciel, les montagnards ont bien entendu précédé les aviateurs. Et les régions de montagne ont souvent été des repères d'aviateurs. Cette région de Saint-Gervais, par exemple, avec Chamonix, qui est un peu plus loin en bas, avec Sallanches et Le Fayet, est une région qui, dès les années 20, a reçu la visite d'un certain nombre de personnages qui sont devenus célèbres. Par exemple, le premier à s'être posé presque sur le Mont Blanc, c'était sur le dôme du Goûter, juste au-dessous, eh bien, c'était Durafour. Et puis, il y a eu aussi un personnage extraordinaire, une espèce d'ermite philosophe, quelque peu fantasque, qu'on appelait Thoré Mont Blanc, et qui, en bas, au Fayet, avec quelques avions, s'était mis en tête d'étudier l'aérologie spécifique de la montagne. Il avait créé une école de pilotage qu'il avait baptisée l'école des remous. Aujourd'hui, le vol en montagne a bien évolué, bien entendu. Il y a les avions, et vous le verrez donc le mois prochain, mais il y a aussi de plus en plus de machines, comme des parapentes, comme les Delta, et puis éventuellement les ULM. Un des problèmes de la montagne, c'est que ceux qui volent en montagne se doivent, car c'est quand même le minimum, se doivent de respecter la nature. Et les ULM sont souvent des engins un peu bruyants. C'est pas que ça fasse beaucoup de bruit, mais ça fait un bruit d'une certaine qualité qui peut être parfois un peu gênante. Donc Gilles Roy est allé regarder travailler un montagnard qui s'occupe de rendre les ULM un peu plus silencieux. C'est grave, docteur? Non, non, là je teste en fait pour savoir d'où viennent les bruits. Parce que bon, on peut avec des ordinateurs assez compliqués faire des analyses spectrales de fréquences, mais on peut aussi le faire de manière toute simple avec un stéthoscope de mécanique ou de médecine. La méthode la plus simple a surtout l'avantage d'être aussi la plus économique. Pour Philipsen, c'est important. La chasse aux décibels ne nourrit pas son homme. Philipsen est un pionnier des ultra-légers motorisés. Il est l'un des rares pilotes professionnels à vivre de l'ULM. À Yenne, en Savoie, sa base regroupe une douzaine de machines. Entre école et entraînement, le triple champion du monde est devenu un expert en matière de nuisances sonores. Très approximativement, on peut dire que sur un ULM non silencieux, l'hélice représente 40%, l'échappement à peu près 40 autres pourcents, et le reste est réparti entre admission, bruit moteur par lui-même, vibration, etc. Le monde du silence de Philipsen est peuplé de clones. Ces ULM subissent avec plus ou moins de succès les greffes les plus insolites. Une seule méthode, le tâtonnement. La réserve est de règle pour l'inventeur. C'est des trucs entièrement empiriques, et bon, quelquefois ça marche, quelquefois ça marche pas, et là on sait pas du tout si ça va marcher. Ok, personne à côté. Ah, il est vivant. Moi aussi. Bon. Tu veux de l'essence? A priori, ça marche pas du tout, à moins qu'on ait un petit problème sur un cylindre. Au niveau de l'échappement, on a eu de la chance, disons, de s'inspirer notamment de la Formule 1 avec les établissements Chabord qui ont fabriqué des pots d'échappement. Au niveau des hélices, c'est là qu'est le plus grand problème, parce que on doit faire notre expérience par nous-mêmes et on n'a pas de données assez précises. Et là, on bidouille de manière quelquefois empirique, quelquefois scientifique, plus souvent empirique d'ailleurs. Et ça marche. Sans harmonique, la musique demeure bruit. Depuis une dizaine d'années, Philippe cherche l'accord parfait. Entre ses mains, l'ULM est devenu instrument de musique. Il joue une partition où les soupirs et les pauses rivalisent avec les silences. Au début, quand j'ai commencé mes recherches sur le silence, la plupart des gars qui m'ont aidé donc bénévolement étaient des copains. C'est des gens
qui ne croyaient pas forcément ce que je faisais, mais qui en tout cas m'ont aidé parce que c'était des amis. Malheureusement, j'ai dû attendre d'être champion du monde pour que les gens me prennent au sérieux. Et maintenant, je suis enfin pris au sérieux dans mes recherches. Je me suis intéressé au bruit des ULM parce que bon, je suis un petit peu ornithologue amateur, donc aimant la nature. Et j'ai eu quand même assez mauvaise conscience en me disant, bon c'est bien, je fais du ULM, mais quand même, quelque part, je pollue un peu la nature. Et donc, pour rattraper un peu ma conscience, je me suis dit, bon il faut s'intéresser au bruit et avoir des aéronefs ultra silencieux. Il y a une part de philosophie, oui, dans mon... si ce n'est philosophique, c'est tout du moins passionnel. C'est vrai que je voudrais arriver à ce que tous les gens qui volent n'aient que des amis au sol quand les gens les voient voler. Et ça serait absolument fabuleux que tous les riverains d'un aérodrome soient copains avec les gens qui volent. La quête de la machine volante silencieuse n'est pas une utopie mais une nécessité. Pour être plus convaincant, Philippe Zen a créé le Centre national de recherche pour le silence des aéronefs. Il a investi toute son expérience. Si l'appellation est pompeuse, la motivation est généreuse. Pour continuer à voler, les pilotes devront apprendre le silence ou alors se passer de moteur.